Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran format interview. La dernière fois, nous avions eu le plaisir d'entendre Alain Schlokhoff, rédacteur en chef du magazine L'Écran Fantastique, et qui revenait avec nous sur le festival qu'il a créé dans les années 70, le Festival international du film fantastique et de science-fiction de Paris. Un épisode en 2 parties, toujours accessible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Et aujourd'hui, afin de compléter notre saga en mode vidéo club, j'ai le plaisir de rencontrer le documentaliste et journaliste de cinéma, Lucas Balbo, qui m'accorde un entretien en 2 parties. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors Lucas, après avoir édité un fanzine dans les années 80, vous avez écrit plusieurs livres sur le cinéma. Tout d'abord, un catalogue des films de Jess Franco, publié en 1992, et par la suite un livre sur l'acteur et réalisateur de films érotiques et de genre, Michel Lemoine. Un livre intitulé « Michel Lemoine, gentleman de l'étrange ». Tout à fait. Mais vous avez aussi écrit un livre sur Star Crash, un film de SF de Luigi Cozzi, dont la préface est justement signée Alain Schlokhoff. Oui, c'est une collaboration inter-journaliste internationale. Même Cozzi m'a aidé un peu à corriger quelques erreurs que j'avais faites dans le texte. Et vous avez également collaboré avec Laurent Aknin sur l'excellent livre Les classiques du cinéma bis. Et enfin, vous avez écrit un livre totalement incontournable sur la cassette vidéo, VHS Story, l'âge d'or de la vidéocassette en France. Un livre qui est coédité par les éditions Lucas Balbo et Metaluna Store. Tout à fait, oui. Pour la seconde édition, puisque la première édition a été faite en solo, Lucas Balbo édition seule, et Metaluna Store, qui est mon principal point de vente sur la France, on va dire, quasiment, a tellement été séduite par le sujet qu'on a fait une seconde édition jointe pour rendre l'ouvrage de nouveau disponible. Alors, histoire de donner un avant-goût aux auditeurs, ce sont 192 pages de pur bonheur pour des gens qui ont vécu ces années VHS dans les années 80 et 90, mais aussi pour les plus jeunes qui voudraient en savoir plus sur ce format vidéo. Il y a à l'intérieur une superbe iconographie en couleur et surtout un historique particulièrement bien documenté avec des dizaines d'anecdotes techniques, des précisions sur un grand nombre d'éditeurs de VHS français et plusieurs interviews comme celle de l'affichiste Laurent Melki ou encore du journaliste Gilles Gressard du magazine mythique Télécassette. Alors Lucas, au cours de cet entretien, nous allons évidemment aborder l'arrivée de la vidéo dans les foyers, des pionniers de l'édition, mais aussi de l'importance des jaquettes, des revues spécialisées et du film de charme. Et puis bien sûr, nous ferons des focus sur des éditeurs comme René Château, VIP, Hollywood Video, Gaumont, Proserpine, Filafilm ou encore Action Film. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir pour quelles raisons vous avez écrit ce livre. Vous êtes un nostalgique du support ? Alors, pas vraiment. C'est parti d'une conversation avec un des co-auteurs du livre, Laurent Cholet, lors d'un salon brocante, parce que je fais aussi beaucoup de salons spécialisés de cinéma, où je vends des photos, des affiches, des cassettes vidéo, et ainsi de suite. Et on s'est dit, c'est bizarre, il n'existe pas de livre sur le sujet. Et Laurent m'a dit, ah oui, c'est une idée intéressante, on en reparle. L'année suivante, il m'appelle en catastrophe, en pleine vacances, en plein mois de juillet, en me disant, ça y est, j'ai trouvé l'éditeur, il faut qu'on fasse le livre tout de suite, là, je rentre à Paris et on signe le contrat. Donc, on s'est lancé dans cette aventure. On avait un premier éditeur qui était très intéressé. Et puis, malheureusement, on a pris du retard sur la livraison du manuscrit. Et donc, ce premier projet a été annulé. Et Laurent avait une idée assez précise de ce qu'il voulait faire, qui était assez différente de la mienne. Donc, moi, j'ai repris le projet en main et je l'ai fait à ma manière. Et donc, oui, je voulais faire un historique. Je voulais pas faire un livre à ce que c'était bien avant, parce que pour moi la VHS c'est obsolète et j'ai pas cet effet Madeleine de Proust dans le sens où j'ai découvert le cinéma en salle, pas en vidéoclub. Mais j'ai pendant la rédaction et pendant la recherche du sujet, j'ai vu qu'il y avait vraiment un cœur de cible, on va dire, pour être bassement commercial, dont la cinéphilie était née avec la vidéo. Avec la découverte de films en vidéo club, alors que moi je les ai découverts en salle plus ou moins au hasard, et que je pouvais pas faire un livre sans faire un historique assez précis. Donc j'ai mélangé un côté technique, mais pas trop, parce que non seulement je suis pas technicien et je pense que ça aurait été chiant, pas trop philosophique, parce qu'il y avait déjà des livres aux États-Unis très théoriques, qui devaient être probablement des thèses ou des choses comme ça, sur la naissance de la vidéo.
Donc j'ai essayé de faire un truc assez ludique, mais en même temps très recherché. Et j'ai essayé de retrouver des témoignages vivants, avec la chance de trouver Melki qui était partant tout de suite, Gilles qui était ravi, les gars de Axan aussi. Bon, j'ai pas été voir les gros pontes, j'ai pas été voir René Château parce que j'avais peur qu'ils veuillent contrôler tout, parce qu'il paraît-il assez procédurier. J'ai pas été voir d'autres éditeurs parce que le sujet a certains tabous et qui n'auraient pas voulu dévoiler certaines choses. Donc, pour garder une certaine liberté et de pouvoir continuer à écrire au conditionnel certaines choses, j'ai pris la liberté de ne pas prendre de gros poissons, on va dire, de gros éditeurs, pour pas qu'ils s'en mêlent les pieds dans le tapis. Je regardais mon film à la télévision. Il était 5h du matin et même Allons, tout le monde sait bien que la télévision ne diffuse pas à 5h du matin. Erreur, cela est possible avec ce magnétoscope Brandt électronique. Ce Brandt peut enregistrer une émission, même si elle dure 3 heures, vous la repassez quand vous voulez. Grâce au programmateur, ce Brandt peut enregistrer, même si vous êtes absent. Maître, peut-on aussi voir ces films de vacances oui. s'ils sont sur cassette vidéo? Monsieur le Président, vous m'oubliez pas. Magnétoscope VHS Brandt électronique. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le démarrage du marché de la vidéo à domicile. Alors on est dans les années 70 et ça se passe comment ? Le cinéma, en fait, professionnel, c'est une certaine élite. Au début du siècle, dans les années 1900, donc la plupart des gens qui font du cinéma sont des nobles qui s'emmerdent. Pour résumer, bon, en grande ligne. Et donc, s'en est découlé une certaine hiérarchie, en tout cas classe sociale dans le cinéma. Si on ne fait pas partie du giron, si on n'est pas de la noblesse, eh ben c'est pas facile. Et ce qu'a permis la vidéo, c'est de démocratiser les coûts des supports. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'investir des millions pour distribuer un film. Et donc, il y a des tas de gens dont c'était pas vraiment le métier ou qui n'étaient pas de la noblesse qui sont lancés dedans. Et c'est un peu la ruée vers l'or, comme au Far West à l'époque, avec des éditeurs qui débarquent de nulle part et qui arrivent à faire des fortunes parce que le phénomène de la vidéo arrive dans toutes les maisons très rapidement en 2 ou 3 ans. Et d'ailleurs, ça prend une ampleur très rapide et aussi assez forte. Oui, tout à fait. On peut dire aussi que on assiste à une mutation de la distribution. Au départ, les grands groupes, les grosses boîtes, MGM, United Artists, les gros, s'intéressent pas du tout à la vidéo. Pour une bonne raison, c'est qu'ils ont déjà les salles. Donc pourquoi ils iraient vendre des produits qui vont vider les salles ? Donc, ils y croient pas et ils laissent les miettes aux petits, quitte à leur vendre même des gros titres de leur catalogue. Et puis, c'est un succès planétaire. C'est-à-dire que le fait de pouvoir avoir un film à la maison, soit pour le cinéphile, soit pour la famille lambda, devient un phénomène de société. À tel point que les grosses disent « Oula, mais y a un truc à faire là !» Et se mettent évidemment à reprendre le marché. Et c'est comme ça que Disney, MGM, UA, les conglomérats des grosses boîtes ont écrasé le marché vidéo dans les années 90. Comment rivaliser avec un éditeur qui va sortir 50 titres par mois quand on en arrive à en sortir que 2 ou 3 pour les petits qui avaient survécu. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de retracer en mettant la plupart des 50, il y a 50 éditeurs à peu près dans le livre, en retraçant un peu la plupart de ces petits éditeurs et comment le marché a évolué et a été écrasé, quoi. Après Big Boss, La Fureur de vaincre, Opération Dragon et La Fureur du Dragon, René Château et AMLF présentent Bruce Lee, le seul, le vrai, l'unique, l'immortel dans Le Jeu de la Mort. Et qui sont les premiers, les pionniers dans l'édition en France Alors de la vidéo, le plus connu, c'est René Château, qui est venu de la presse, en fait, qui était un attaché de presse, mais qui au départ, et c'est lui qui le dit, c'est pas une info secrète, il était chef d'une entreprise de carrelage et qui était très cinéphile, qui avait cette nostalgie des grands spectacles qu'il allait voir dans les années 50, les films de James Dean. Il a créé le ciné-club James Dean et par extension, donc du fanzina, il est passé au métier d'agent et après de producteur-distributeur. Bon, mais lui, c'est le plus connu, on trouve beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de petits indépendants moins bien connus. Il y a le fondateur d'une boîte qui s'appelait VIP,
Victor Gunther Bialek, qui a créé au début le premier vidéoclub de la région parisienne, qui était en fait un salon privé. C'est-à-dire c'était pas un endroit où on allait chercher une cassette tous les week-ends, il fallait être membre et on visionnait sur place. Et c'était des cassettes humatiques, parce qu'il a commencé en 75 bien avant l'arrivée de la VHS qui arrive en France vers 78-79. Alors peut-être un peu avant pour les gens qui avaient des connexions au Japon ou aux États-Unis, parce que le matériel est arrivé plus tôt là-bas, mais en France, ça arrive fin des années 70. Ouais. Et donc lui a commencé bien avant, quoi, dès le milieu des années 70, avec ce salon privé où quelques initiés venaient s'encanailler, parce que c'était ouvert jusqu'à minuit. Ah. Et oui, les premières années, c'était ouvert jusqu'à minuit. Après, dès que la VHS est arrivée, il a transformé, c'est devenu un vidéoclub normal, entre guillemets. Mais voilà, ça, c'est une étape aussi de la vidéo qu'on connaît beaucoup moins. Ouais. Après, il y a des gens comme Hollywood Video. Là, c'est 2 gens qui travaillaient dans la radio, si mes souvenirs sont bons, à RMC. Un qui venait de la radio et un qui avait un magasin de disques import sur les Champs-Élysées, qui était dans une des galeries qui était mondialement connue de tous les collectionneurs de disques, etc., qui sont lancés dans l'édition et qui aussi, parallèlement, ont édité Téléciné Vidéo. Oui, ouais, donc voilà, le magazine complétait, faisait la promotion et ils avaient un flair redoutable pour acheter des films qui n'intéressaient pas les majors, mais on va parler d'Evil Dead par exemple. Voilà, ils ont réussi à percer là où tous les majors ont pas osé, quoi. Pas osé aller sur ce terrain, ouais. Donc Jean-Jacques Vuillermin et Franck Lipsic. Voilà. Téléciné Vidéo. Des conseils pratiques pour mieux vous servir de votre magnétoscope. Téléciné Vidéo. Un mois à l'avance, les émissions et les films de la télé. Téléciné Vidéo. Des autocollants pour titrer vos cassettes. Téléciné Vidéo. L'actualité des cassettes, analysée et critiquée. Téléciné Vidéo. Le mensuel de la 4e chaîne télé. Et puisqu'on parle de téléciné vidéo, justement, il y a tous ces magazines qui arrivent dans les kiosques, des magazines spécialisés dans la vidéo, comme le mensuel Vidéo 7, qui rachètera d'ailleurs plus tard téléciné vidéo, ou encore Télécassette, un guide télé hebdomadaire où on pouvait découper les jaquettes des films qu'on enregistrait à la télévision. Tout à fait. Là, on touche vraiment l'effet Madeleine de Proust, parce qu'en fait, tous ces supports n'ont pas survécu au DVD. Donc c'est des magazines qui ont disparu encore plus vite que la cassette vidéo, on va dire, pratiquement, parce qu'ils n'ont pas su se recycler et qu'ils étaient très subis, évidemment, à faire la promotion plus ou moins cachée des films distribués, parce que c'est évident que s'ils massacraient un film dans leur ils avaient plus de cassettes de visionnage, ce qui a été le problème pour Téléciné Vidéo, qui a dénoncé le pan and scan systématique de chez Warner, et donc sont devenus les ennemis de Warner, et ainsi de suite. Il y a plein de petites histoires comme ça. C'est marrant, je me souviens bien de ce numéro d'ailleurs. Pour rappel, le pan and scan, c'est la manière de recadrer les films en cinémascope, donc avec un écran assez large pour correspondre au téléviseur 4 tiers qu'on avait à l'époque. Donc il y avait un recadrage comme ça électronique. Tout à fait, oui. Après, il y avait des magazines un peu plus critiques. Il y a le gars qui avait créé Midi Minuit Fantastique, la fameuse revue, qui avait créé une revue qui s'appelait Video News, qui était nettement plus critique, avec des infos aussi un peu corporatistes, mais pas trop. Et puis après, il y avait les magazines corporatistes, que là, évidemment, on connaît pas, nous, grand public, qui étaient uniquement au vidéoclub, où il y avait pas mal d'infos qui m'ont permis de retracer comment les groupes ont muté, en fait. Comment Delta Vidéo, petit éditeur, est devenu une filiale de Philips, cachée, plus ou moins, quoi, pas direct, mais parce que Philips avait aussi inventé le VCC et le V2000 et ainsi de suite, quoi. Tout n'est pas clairement expliqué dans le livre, mais tous les éléments sont là pour le comprendre. Voilà. Pour Delta Vidéo, on se souvient de la sortie même de Rambo 2 en cassette, qui était vendu d'ailleurs dans un package avec des cassettes de 180 minutes Philips. Voilà, donc c'est maintenant que vous me le dites, je fais le lien, quoi. Tout se retrouve. Il n'y a pas de hasard. Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne peut l'arrêter. Sylvester Stallone est de retour dans le rôle de Rambo. Rambo 2, la mission.
Et au début de l'aventure à domicile, la VHS s'est imposée progressivement, mais il y a eu plusieurs formats, hein. On a parlé de l'Umatic, qui ne s'est pas imposé dans le grand public, mais il y a eu aussi le V2000 et le Betamax. Le Betamax. Et le Betamax est arrivé en fait avant. Ouais. Ça a été une bataille industrielle au Japon, principalement, qui est décrite d'ailleurs dans un film qui est inédit en salle en France, comme par hasard, produit par JVC comme par hasard, dont je parle brièvement dans le livre, dont j'ai fait l'acquisition par un correspondant japonais, parce que il y a des sous-titres anglais. Le biopic de Shizuo Katano, le créateur de la VHS, hein, c'est un film de 2002 dont vous parlez justement dans le livre. Voilà, et donc en fait, au début, JVC et Sony travaillaient ensemble sur un projet de magnétoscope grand public, puisqu'il existait déjà des magnétoscopes à bande qu'on chargeait manuellement. En fait, il y a eu une scission et Sony a sorti d'abord son Betamax en laissant JVC se débrouiller avec leur propre invention. Le seul truc, c'est que les Betamax ne faisaient qu'1 heure. Ouais. Donc, on pouvait pas avoir de film. Et à 1 an près, donc, le Betamax naît, JVC arrive avec le format du VHS, avec un format de 2 heures. Et, autre petit détail, c'est license free, c'est-à-dire que il laisse la patente du VHS disponible aux autres constructeurs, alors que Sony se gardait l'exclusivité du Betamax, parce qu'elle voulait contrôler toute la chaîne, voilà. Ouais. Donc le VHS évidemment s'impose pour les débuts des films. Après, Betamax sort une version de 3 heures, etc. Mais c'est déjà un peu tard. Le format perdure parce que professionnellement, c'est le même format de cassette que les caméras professionnelles. Oui. Donc le format perdure du Betamax pendant, on va dire, 5-6 ans. Il est toujours produit, mais petit à petit, la plupart des éditeurs ne sortent que des versions VHS, alors qu'on peut voir dans ces magazines des années 80 que les films étaient sortis en V2000, en Betamax. Which VCR is right for you, VHS or Beta? VHS video cassettes play longer, which can save you money. Beta produces the best possible picture. What may be no big deal to some people may be a big deal to you. That's why NEC makes both VHS and Beta, to give you the best choice. Which VCR is right for you? NEC. Et il y a encore un 4e format, on va dire, puisque là ça en fait 3, qui est jamais arrivé en France. Ah ouais. Un format dont je parle brièvement. Avec des cartes, c'est ça? C'est avec des cartouches, le Cartrevision, qui est développé donc par AFCO, avec la base du catalogue AFCO, et les magasins Sears, qui est une sorte de Darty américain. Donc, qui était vendu en unité totale, c'est-à-dire que le magnétoscope était inclus dans la télé. C'était un meuble énorme, et sur le côté, il y avait une sorte de tiroir, parce que il y a des vidéos sur YouTube, si vous cherchez Cartrevision, faites-vous plaisir, parce que c'est un vrai délire total. Et donc, c'est un tiroir, on ouvre le tiroir, on glisse la cartouche, une cartridge, et puis on referme le truc, et effectivement, on avait un film. Sauf qu'on pouvait pas le rembobiner. Ah oui. Il fallait le renvoyer à l'usine pour qu'il le rembobine. Premier problème. Deuxième problème, les têtes de lecture du son étaient très fragiles. Il y avait eu beaucoup de machines qui étaient dézinguées tout de suite. Ah ouais. Donc, commercialement, il y a eu des gros problèmes. Et puis est arrivé le Betamax et la VHS. Hello, I am Cartrevision. Come closer. I love an audience. That's better. I'm a color television set. I'm a time machine, a theater, a school, a creative movie studio. Let's get together again soon. At your house. Just ask for Cartrevision. Et il y a d'autres formats encore. Il y a un format Fisher-Price. Fisher-Price, ça fait une caméra pour enfants où on pouvait enregistrer de la vidéo sur une cassette audio. Tout ce qui est bande magnétique. Il faut pas résumer l'histoire de la vidéo à la VHS. C'est vrai que c'est le format qui a dominé, mais il y a eu plein d'autres trucs qui marchent encore plus ou moins. Mais là, il faudrait qu'il y ait vraiment un musée. Il y a de quoi faire un musée. Ouais, sur la vidéo. Ouais. Et est-ce qu'on peut revenir sur l'importance des polices de caractère et surtout des illustrations sur les jaquettes pour la commercialisation et la location? Alors, comme on s'adresse effectivement à un grand public, tout l'art de la vidéo jaquette reste en une image choc ou une collection immédiatement reconnaissable. Par exemple, Warner a fait tout de suite des jaquettes donc bordées de noir avec la même charte graphique très classique, et les VHS n'étaient pas disponibles en dehors des clubs Warner, agréés Warner.
René Château a été aussi un des plus fins éditeurs, stratèges, pour avoir une image reconnaissable avec les petites étoiles autour de la face 1, généralement de l'affiche du film, et une logotypie qui lui est propre et qui se démarquait de tous les autres, à tel point que certains des éditeurs ont rajouté des étoiles. Voilà, les petits éditeurs sur les années 90 qui vendaient en supermarché faisait des fausses cassettes René Château, quoi. Après, chez René Château, il y a tout le marketing mis en place, notamment la collection de films d'horreur, comme Maniac, Massacre à la tronçonneuse. Exactement. Avec des jaquettes qui avaient la mention en version intégrale, et surtout la fameuse tagline « Les films que vous ne verrez jamais à la télévision ». Oui, il a bien compris qu'il faut faire quelque chose de différent de ce qu'il y a au cinéma et à la télé, évidemment. Ça a été une des grandes ruses, bien que, en finale, avec le recul, 10 ou 15 ans après, on s'aperçoit que finalement les films étaient coupés. Les fameuses versions non censurées et intégrales sont pas si intégrales que ça. Lorsqu'il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Zombie, une sélection René Château. Mise en scène par Georges Romero, le metteur en scène du classique de l'épouvante, La Nuit des Morts Vivants. Et au niveau des illustrateurs, il y en a un qui est indissociable de cette période, c'est Laurent Melki, qui a fait les affiches pour le cinéma de Creepshow et Freddy 3. Tout à fait. Mais surtout pas mal de films d'horreur en VHS comme La Dernière Maison sur la Gauche, Frisson, Ghoulies, Captain Chronos, et puis certaines rééditions des films de Jean-Paul Belmondo et même des couvertures de magazines comme Vidéo 7, dont on a parlé avant. Oui, alors Laurent Melki, c'est vraiment l'art du graphisme des 70s, on va dire. Melki, quand je l'ai rencontré pour l'entretien qui est dans le livre, je lui dis, mais tu fais de l'art pompier. Il dit, oui, tout à fait. Il le reconnaît, il dit, il faut que ça claque, il faut que ça pète, il faut qu'il y ait du sang, des gros guns, comme on dit maintenant, des gros seins, voilà. Il faut que ça pète. Et c'est vrai que il survendait le film, à tel point que les éditeurs vidéo, au bout de quelques années, on nous dit « Non, mais Laurent, on a un problème. En vidéo club, les gens, ils voient bien les jaquettes, ils regardent le film et ils reposent le boîtier parce que maintenant, au bout de 2 ans, ils savent très bien que ce qui est sur la jaquette ne sera pas dans le film. » C'est ça le truc avec Laurent Melki. Modeste, il a toujours du mal à réaliser que son travail est devenu culte. Des centaines d'affiches et jaquettes qui ont façonné l'imaginaire de plusieurs générations de fans de films d'horreur et autres. La VHS, ça a été vraiment l'âge d'or de l'affiche de film. Ça, c'est vraiment incroyable parce que c'était une liberté totale. C'est liberté artistique et de culturelle. Moi, c'était sans entrave. Alors là, on parle de films d'horreur, de films chocs, mais de l'autre côté du spectre, dans un registre beaucoup plus doux, il y a les dessins animés pour les enfants. Et bizarrement, Disney met un certain temps à arriver sur le marché de la VHS. Effectivement, la vidéo, pour les parents, avoir un dessin animé de Disney, c'est la paix garantie au foyer. Et sauf que ils arrivent en 83-84. Ouais, c'est tard. Donc pendant les 3 ou 4 ans, qui occupe le terrain du dessin animé ? Eh ben, c'est la Japanimation, c'est Goldorak, c'est tous les prods AB, parce qu'il y a des petits malins qui ont été chercher les trucs au Japon, qui ont négocié et qui vendent les droits télé, et ils ont aussi les droits vidéo. C'est aussi les débuts de la vidéo où, quand les gens qui achètent un film achètent des droits, en général, n'achetaient que les droits sales. Et par extension, pensaient que les droits vidéo étaient donnés avec. Après, ça s'est séparé. C'est-à-dire maintenant, si vous achetez un film à un producteur italien, il sait partout. Il vous dit, je vous vends les droits pour la salle, pourtant, les droits pour la télé, pourtant, les droits pour la télé câblée, les droits pour le net, les droits... Mais à cette époque, au début des années 80, les petits rusés qui ont été achetés, les films au Japon, ont fait un package, et au Japon, comme c'est un marché très interne, ils devaient vendre tout droit. Tout droit, ouais. Voilà. Et ils ont réussi à coiffer Disney au poteau. Mais bon, Disney s'est rattrapé à partir de 83-84 avec des produits exclusifs, des jaquettes et des produits de qualité qu'on rapidement fait oublier tous ces petits margoulins avec leur épisode rebricolé, mal doublé. C'était des Goldorak, c'était des versions... oui, rapiécées, condensées. Condensées, voilà, rapiécées, condensées, avec des doublages ridicules ou très bas de gamme, quoi. Goldorak, go! Alors on va s'arrêter là pour cette première partie de l'entretien. Et dans la deuxième partie, nous allons aborder des éditeurs en particulier comme Scherzo, Gaumont, Proserpine, Filafilm, Accent Film, sans oublier aussi les films de charme. Et puis on évoquera la fin de l'ère de la VHS aussi.
Avant de se quitter, j'aimerais qu'on rappelle le titre de votre livre VHS Story, l'âge d'or de la vidéocassette en France, aux éditions Lucas Balbo et Metaluna Store. Et où est-ce qu'on peut le trouver ? Donc il est disponible sur mon site artclips.free.fr et en physique, donc librairie Metaluna et librairie hors circuit à Paris. Merci Lucas. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. C'était Mick, à très vite pour le prochain épisode de Retour à l'écran, Interview. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.